Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de la SFEN, le nucléaire et les valeurs des Français en 2020. J'ai le grand plaisir d'accueillir Didier Witkowski, qui est directeur des études d'EDF au sein de la direction de la communication d'EDF et donc spécialiste des études d'opinion. Donc, on va parler des Français, des valeurs des Français, de l'opinion des Français sur le nucléaire. Donc, je vais commencer par vous poser une question auquel je pense Didier va répondre avec un petit quiz. Donc, je démarre le quiz. Voilà. Pensez-vous que les Français soient pour, contre ou indécis vis-à-vis du nucléaire? Donc voilà, donc je vous invite à voter parce que justement, enfin, je pense que Didier va répondre à cette question. Donc, on le voit sur la 5G. Récemment, on voit des oppositions à cette technologie de la part de gens qui ne la connaissent pas forcément. Et donc, on pense en effet que les gens se positionnent par rapport à des technologies, par rapport à leurs propres valeurs et par rapport aux valeurs qui sont associées avec des technologies données. Donc, je pense que là-dessus, Didier va nous éclairer puisqu'il va partager avec nous le résultat des études d'EDF, qui je pense à Didier, EDF fait depuis de nombreuses années pour voir justement comment évoluent les valeurs des Français et du coup comment qu'est-ce qu'ils pensent du nucléaire. Un point aussi important que Didier a couvert, alors j'ai oublié de dire, mais donc les publications et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est à l'occasion de la publication de la toute dernière RGN, au carrefour des opinions, qui est une RGN dédiée justement aux études d'opinion. Didier a écrit 2 articles dans l'RGN, une sur les valeurs et une aussi sur la question des nouveaux EPR, pour voir comment les Français se positionneraient éventuellement sur ce sujet qui intéresse évidemment beaucoup les politiques. Alors, on va regarder le résultat du quiz. Donc, 42% indécis, 33% contre, 24% pour. Donc Didier, tu vas nous dire après ce qui est vrai. Et je vais vous donner quelques instructions. Didier va faire une présentation qui va durer, disons, 25 minutes, une demi-heure. Et après, on aura une demi-heure de questions. Donc, pour poser les questions, vous allez en haut à droite dans l'onglet QR. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions dès maintenant. Et vous pouvez aussi voter pour des questions qui ont déjà été posées. Dans ce cas-là, elles remontent dans l'ordre de priorité et elles seront posées en premier. Voilà. J'ai une dernière chose à vous dire. Donc, on a commencé ces séries de séminaires de webinaires, pardon, qui sont gratuits et réservés aux adhérents de la SFEN à jour de leur cotisation. Donc, nous allons continuer, mais comme vous l'avez vu dans la procédure d'inscription, nous vous offrons la possibilité d'inviter un de vos collègues non adhérents, et ça c'est pour bien faire connaître la SFEN. Donc on va donc continuer ces webinaires, puisqu'ils ont du succès. On a 200 inscrits aujourd'hui, mais pensez bien la prochaine fois à proposer aussi un de vos collègues pour qu'ils puissent découvrir la SFEN et rejoindre éventuellement la SFEN, découvrir notre communauté. Voilà, merci beaucoup. Donc je passe la parole à Didier. Toi, Didier. Merci beaucoup Valérie, et merci beaucoup, je remercie Valérie et la SFEN de me donner l'occasion de partager effectivement quelques études, et notamment une grande étude qu'on réalise tous les ans autour de la perception de la production d'énergie et du nucléaire. Et en fait, le titre de ce webinaire autour des valeurs, c'est un point d'entrée. Uniquement, on va pas uniquement traiter la question des valeurs. La question effectivement qu'on peut se poser, c'est finalement quand on doit se positionner sur ou quand on s'interroge sur une technologie comme le nucléaire et sur laquelle finalement les gens ont assez peu d'informations, le système de valeurs auquel on croit, qu'on partage, c'est une manière de s'orienter sur un sujet qui n'est pas forcément facile à manier. Et donc, c'est assez intéressant d'aller regarder un petit peu comment s'organise le système de valeurs des Français et ce qu'inspire cette énergie nucléaire aujourd'hui. Est-ce qu'elle est en adéquation? Alors, on va parler des valeurs, mais on va aussi parler des préoccupations un petit peu plus conjoncturelles, parce qu'au fond, les valeurs des individus, elles n'évoluent pas si vite que ça. C'est quand même un socle assez stable.
Et les études qui sont réalisées là-dessus montrent qu'il y a assez peu d'évolution rapide sur ces points-là. En revanche, on va voir que la perception des enjeux environnementaux, économiques, la place de l'économique versus la santé, par exemple, on voit bien que les choses changent et bougent assez vite. Et donc, la question du débat autour du nucléaire, et donc plutôt d'ailleurs du nucléaire du futur, mais pas uniquement, la question du mix énergétique, elle s'inscrit aussi en relation avec ce socle des valeurs, mais aussi avec des préoccupations qui sont plus mouvantes et plus rapides. Donc on va essayer de faire un peu le point là-dessus pour voir un petit peu comment le nucléaire s'inscrit dans ce système plus global de l'opinion publique française. Et on va commencer par regarder juste 2 slides d'une enquête qu'on a réalisée avec BVA en sortie de crise. C'était en juillet 2020. L'objectif était de voir si, justement, le système de valeurs des Français avait pu être bouleversé par l'impact du Covid. Et donc, on a reposé des questions qui avaient été posées parfois quelques années avant. Et bon, la première question propose, par rapport à un certain nombre de concepts fondamentaux qui structurent la vie de tout le monde, la liberté, la famille, le travail, le respect des différences, de hiérarchiser un petit peu ces concepts. Bon, vous voyez que si tous ces concepts sont essentiels, en fait, il faut regarder la réponse en bleu foncé, qui est la réponse la plus impliquante, hein, c'est là où les gens vous disent que c'est tout à fait essentiel. Alors, là, il commence à y avoir des différences assez importantes, quasiment du simple au double, entre d'un côté ce qui est toujours très fortement mis en avant, la liberté et la famille, et d'ailleurs, ce sont deux concepts essentiels à la vie des Français et qui est singulièrement réinterrogé aujourd'hui par la question de la crise du Covid et des mesures qui sont prises pour la juguler, l'égalité, le travail et l'écologie, qui obtient un score quand même assez important. Et ce qui est tout à fait notable, c'est que si on regarde les évolutions depuis 2016, l'écologie a pris 11 points. C'est quand même assez rare que des concepts qu'un concept aussi généraliste, alors qui est quand même un petit peu encodé politiquement, fasse une telle progression. Donc, incontestablement, la question environnementale et l'écologie est en progression forte dans l'opinion publique française. Là, on a une mesure en 4 ans. On va voir qu'en réalité, beaucoup de choses se sont précipitées dans les 2 dernières années. Si on aborde maintenant des thématiques qui sont un peu plus politiques, on va ici avoir des choses qui sont beaucoup moins consensuelles et plus discutées. Au fond, les 2 seules valeurs, mais là aussi c'est quand même une information très très importante pour nous, les 2 valeurs aujourd'hui qui sont de façon très consensuelle partagées par les Français, c'est la démocratie et l'écologie. Avec un score qui est quasiment aussi important pour l'écologie que pour la démocratie, comme si aujourd'hui on était vraiment sur quelque chose de quasiment indiscutable. En tout cas, c'est un mot qui a sans doute perdu de sa connotation politique et qui est suffisamment aujourd'hui consensuel pour ne pas être uniquement supporté par des écologistes ou des gens plutôt de gauche. Voilà. Donc ça, c'est quand même une information importante parce que l'écologie est quelque chose qui est aujourd'hui consensuel, mais peut-être d'ailleurs moins disruptif qu'avant. Au milieu, vous avez des valeurs qui commencent à créer des discussions et sur lesquelles il y a beaucoup moins de consensus, il y a du clivage, et ce sont des thématiques qui résonnent avec des enjeux politiques anciens ou des enjeux idéologiques, par exemple la nationalisation. Mais regardez la consommation. La consommation est quelque chose qui interroge aujourd'hui le public français avec des connotations qui sont finalement assez différentes. Hein. Un tiers qui trouve ça plutôt positif, un tiers qui trouve ça 28%, vous voyez, ni bien ni mauvais, 37% négatif. Ça veut dire que la question de la société de consommation, elle est au cœur d'un débat et que tout le monde ne porte pas un regard désenchanté sur la consommation ou au contraire un regard complètement idyllique. J'attire votre attention aussi sur le bas du tableau parce qu'il y a quelque chose qui me paraît très intéressant sur la question de la mondialisation de l'économie.
regardez à quel point la mondialisation est une thématique qui est rejetée majoritairement par les Français, mais le souverainisme quasiment au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition à la mondialisation est presque autant rejetée que la mondialisation elle-même, comme si le souverainisme n'évoquait pas quelque chose de très positif. Pourtant, il est manié aujourd'hui de façon assez large, y compris par le gouvernement autour de la protection de l'industrie. Eh bien, ce mot-là reste finalement pour plus de la moitié des Français quelque chose de pas très attractif. Ce qui veut dire que, y compris dans ce qu'on met peut-être derrière souverainisme industriel, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très attractif. Vous voyez aussi que la question des dépenses publiques reste quelque chose que les Français n'aiment pas beaucoup, mais évidemment, on voit toujours les dépenses publiques pour les autres et jamais pour soi, donc c'est toujours un peu le sujet. Donc ça, c'est la toile de fond des valeurs, des grands systèmes sur lesquels les Français soit auxquels ils adhèrent, soit qu'ils discutent, soit qu'ils rejettent. Et on va regarder un petit peu comment aujourd'hui l'énergie nucléaire s'inscrit dans cette toile de fond sociologique. On va commencer par vous donner la confirmation de ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'écologie, c'est que dans le baromètre des énergies qu'on réalise tous les ans en début d'année, cette vague ici a été réalisée en janvier-février. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose en fait entre 2019 et 2020. C'est que parmi les priorités proposées aux Français, on a bien sûr toujours en tête, alors c'est important quand même de le dire, les priorités liées au pouvoir d'achat, à l'emploi, la pauvreté, la précarité et alors évidemment la santé et la qualité des soins. On est janvier-février, c'est le début de la crise Covid. Elle est beaucoup à l'étranger, mais elle commence à arriver en France. On n'est pas encore dans le confinement, mais on voit bien en passant de 24 à 37% que la question derrière la santé et la qualité des soins, en réalité, c'est déjà la crise sanitaire. Mais vous voyez que l'environnement prend 11 points en une année. Passe de 20% à 31%. Il n'est pas, à l'époque, capable de se hisser au niveau des enjeux socio-économiques, mais quand même, on est passé dans une nouvelle dimension et avec une intensité forte de la thématique environnementale. Ça ne veut pas dire que ça ne redescendra pas un jour. Regardez la courbe du chômage, alors vous voyez que la courbe du chômage est très nettement indexée sur la courbe du chômage réel, mais on est à 30%, on a été à 59% dans les années 2016. Donc on est dans un monde qui n'est plus le monde de 2017. C'est-à-dire que le monde de l'alternance, de l'élection d'Emmanuel Macron, est aujourd'hui clairement un monde qui est d'une certaine manière déjà du passé, parce que quand on regarde les préoccupations des Français, elles se sont quand même très largement transformées. Ça a des conséquences assez fortes sur la manière dont les gens se représentent les priorités en termes de croissance économique versus la préservation de l'environnement. On leur propose depuis quelques années une question qui est volontairement caricaturale, très clivée, autour de deux possibilités, deux choix fondamentaux, deux choix économiques fondamentaux. Un qui consiste à soutenir fortement toutes les activités industrielles. L'autre, en termes de politique économique, qui consisterait à orienter l'économie vers des activités qui préservent l'environnement. C'est volontairement très caricatural, mais ça marche. Et vous voyez la transformation de la réponse des Français et le basculement vers une priorité environnementale versus industrie qui est très nette. On était, vous voyez, la courbe rouge de l'industrie était majoritaire à plus de 60% dans les années 2014-2015. Elle a perdu environ 25 points et on est aujourd'hui dans un rapport 58-37 qui est nettement en faveur de la préservation de l'environnement. Avec des clivages sociologiques qui sont déjà intéressants à regarder, c'est-à-dire que cette question de l'environnement versus la priorité à l'industrie, elle mobilise plutôt les femmes, plutôt les moins de 30 ans, plutôt des catégories aisées, c'est-à-dire que du côté de la priorité industrielle, on va retrouver plutôt des catégories populaires, peu diplômées, et puis un clivage gauche-droite assez net, c'est-à-dire que la gauche est du côté de l'environnement, la droite est du côté de l'industrie, et
évidemment, l'opposition, la question du nucléaire résonne assez fortement, puisque les gens qui sont opposés au nucléaire sont naturellement pour l'environnement, les gens qui sont pour le nucléaire sont du côté de l'industrie. Donc, on voit bien que pour les politiques publiques, c'est quand même quelque chose d'important, et ça, évidemment, ça transforme le discours autour de la croissance, qui ne peut plus être autre chose qu'une croissance verte. Ce qui est aussi intéressant d'observer, c'est que on assiste à un vrai basculement des catégories supérieures, des catégories un peu leaders d'opinion, mais donc des catégories cadres, professions intellectuelles, professions libérales, qui étaient plutôt pro-industriels ces dernières années et qui, depuis un an, ont complètement basculé. Vous voyez que là, je vous ai mis l'évolution entre 2016 et 2020. Vous voyez que quand vous regardez les catégories aisées et les hauts revenus, elles étaient en 2016 très pro-industrie. En 2020, elles sont devenues pro-environnement de façon très très forte, hein, avec quasiment une inversion des courbes en 4 ans. Donc, ça veut dire que cette priorité à l'environnement, cette priorité à la croissance verte, elle est poussée par les catégories qui sont des catégories qui donnent le là en termes d'écho médiatique, en termes de pensée dominante. Quand c'est une pensée quand les opinions sont fortement mobilisées par les catégories supérieures, elles se diffusent plus nettement dans la société. L'autre événement qui suit cette logique de la poussée environnementale, c'est la préoccupation autour du climat. J'aurais pu vous montrer la slide, mais pour pas alourdir, sachez en tout cas que la question, par exemple, des priorités dans le domaine de l'énergie, aujourd'hui, on est quasiment à égalité entre le climat et le prix. Alors, ça veut dire aussi que quand on parle d'énergie, les gens n'oublient pas le prix de l'énergie. Le climat se taille une part très importante, mais qu'en même temps, il doit cohabiter avec la question des prix, on y reviendra. Ayez en tête que du côté du climat, on n'est quand même pas aujourd'hui sur un consensus parfait et une unanimité autour du changement climatique. Dans cette enquête qu'on a réalisée en septembre dernier, qui est une enquête sur 30 pays, là je vous montre les résultats en France, on est, non pardon, c'est le moyen monde, on est sur 70% des Français qui pensent que c'est bien les Français, excusez-moi. Les grands carrés, c'est les Français, et les petites maps monde, c'est la moyenne mondiale. Donc en France, on a 30% des Français, c'est pas rien, qui soit récusent la notion de changement climatique, soit considèrent que oui, il y a peut-être un changement climatique, mais de toute façon, l'homme n'est pas à l'origine de ce changement climatique. Bon, donc ça veut dire aussi que bien souvent, et j'y reviendrai sur la question du nucléaire et du CO2, ne partons pas non plus de l'idée qu'aujourd'hui, il y a une unanimité complète sur cette question du climat. Alors maintenant, on va en venir au choix dans le domaine de l'énergie, et plus précisément, comment produire l'électricité à l'avenir, comment les gens imaginent ce mix énergétique. On leur pose une question dont vous avez le détail ici, qu'on va prendre le temps de regarder assez précisément. On leur parle des énergies qui servent à produire de l'électricité. On est très spécifique dans la question parce que vous savez que souvent, quand on parle d'énergie, en réalité, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Donc on dit bien ici, c'est pour produire de l'électricité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord pour qu'elle soit utilisée pour produire l'électricité dont nous aurons besoin dans l'avenir? Donc ce n'est pas une question, je suis pour ou contre le nucléaire. C'est une question, est-ce que je souhaite que le nucléaire fasse partie du mix électrique d'avenir? Vous avez la réponse à la question qui vous a été posée tout à l'heure par Valérie, même si elle était posée un peu différemment, on était sur une question de principe. En fait, si vous regardez ce graphique, vous avez 3 zones. Une zone de très forte acceptabilité, très forte légitimité, c'est la zone des énergies renouvelables, qui va du solaire jusqu'aux éoliennes en mer, terrestres, en passant par l'hydraulique, avec quand même toujours une forte prime au solaire, hein, qui reste l'énergie renouvelable la plus attractive,
la plus sans défaut, entre guillemets. Puis vous avez une zone centrale dans laquelle, qui est une zone à forte discussion et aussi à très forte hésitation. C'est le gaz et le nucléaire. Alors le gaz, c'est normal, parce qu'en réalité, une bonne partie des interviewés de l'enquête apprend qu'on produit l'électricité avec du gaz. Parce qu'en général, les gens ne savent pas. Donc on va laisser un petit peu de côté le gaz, étant entendu qu'en plus, une partie du public peut répondre en pensant au gaz naturel, aux usages domestiques, on n'est pas forcément très très sûr. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la question sur le nucléaire. Vous voyez que la réponse est pas tout à fait éclatée en 3/3. On va dire deux fois 35%, avec une petite majorité d'ailleurs plutôt favorable à l'utilisation nucléaire, 38%, 35% d'opposants, et dedans 15% d'opposants résolus, qui sont le taux assez classique mesuré dans les enquêtes en France des opposants résolus au nucléaire. Retenez ce pourcentage, il est très vraisemblable, entre 15 et 18% selon les époques. Les opposants au nucléaire vraiment résolus, c'est 15 à 18%, hein, pas plus. Le soutien, en revanche, il est un peu plus élevé, mais il est aussi assez mou. On a 28% de gens qui sont plutôt pour, et seulement 10% de gens qui sont très, très pour. 26% sont des hésitants. Donc, sur cette question la question du nucléaire dans l'avenir, on n'est ni dans un rejet majoritaire, ni dans un soutien très fort, beaucoup d'hésitations et beaucoup d'attentes. En revanche, tout en bas, vous voyez, les énergies fossiles, elles sont et notamment le charbon, aujourd'hui considéré comme n'ayant plus d'avenir. Sur le pétrole, soyons quand même un petit peu mesurés. On n'est pas non plus sur 80% des gens qui vous disent je ne souhaite plus qu'on utilise le pétrole, tout simplement parce que il y a une question de réalisme des usages, notamment liés aux véhicules, à l'essence, qui font que les gens n'imaginent pas qu'on puisse se passer. Enfin là, en l'occurrence, même si on parle de production d'électricité, il est possible qu'en réalité se mêle la question des usages plus généraux du pétrole, qui font qu'on n'est pas à 80% de rejet. Alors, ce que vous avez ici, c'est le même graphique que précédemment, simplement pour des raisons de clarté, on a transformé les réponses en un indice, hein, qui est la différence entre les gens qui sont pour l'utilisation dans l'avenir et les gens qui sont contre. Ça nous permet de dresser ces courbes d'évolution que vous voyez ici. On retrouve évidemment sur la longue durée, hein, vous voyez ici une question qui remonte à 1997. Finalement, ce paysage tripolaire entre les énergies très soutenues, les énergies marginalisées, fossiles, et puis les énergies discutées du milieu, finalement, il est assez stable dans le temps. Simplement, le rapport entre elles bouge un peu. Ce qui est je voudrais attirer l'attention sur 2 ou 3 points. D'abord, une petite baisse de l'éolien terrestre, qui est attestée par d'autres indicateurs dans l'enquête. Alors, même si l'éolien continue d'être soutenu, quand même, il est plutôt en baisse depuis 1 an ou 2. Et puis le deuxième élément, c'est quand même le rétablissement du nucléaire dans une zone qui est plus classique, c'est-à-dire une zone de partage, vous voyez, comme on le voyait tout à l'heure, à peu près 35 contre 35, du coup ce qui nous donne un indice très légèrement positif sur le nucléaire. D'ailleurs, peut-être que le trait pointillé devrait être un petit peu en dessous. Il n'est pas tout à fait sur le 0. Ce que nous apprend aussi ce graphique des évolutions des dernières années, c'est que le soutien au nucléaire, il a singulièrement baissé après, non pas Fukushima en 2011, mais après l'alternance de 2012. Et que ce sont bien les signaux de basculement de la politique énergétique française qui ont fait douter une partie des Français et fait baisser le soutien au nucléaire. J'ajouterais que ce qui se passe en 2018, c'est le contre-coup des problèmes de la filière, de l'EPR, de la faillite d'Areva, etc. Enfin, tout ce qui se produit en 2017 crée un effet que nous, on mesure en 2018, c'est-à-dire fin 2017. Donc plutôt une phase de fin de purgatoire pour le nucléaire, de rétablissement dans l'opinion, qui est testée par beaucoup d'enquêtes réalisées depuis la fin de l'année dernière et qui sont confirmées
y compris en juillet dernier, parce que on suit ça quand même de très très près avec des enquêtes qui sont réalisées de façon plus rapprochée. Et le relèvement du soutien nucléaire, il est indéniable, il a tendance à se consolider en ce début d'année 2020. Ce qui est aussi important de regarder, c'est quelles sont les populations au sein de l'opinion publique française, quelles sont les populations qui soutiennent davantage le nucléaire, quelles sont celles qui s'en méfient. Et on voit apparaître des clivages assez clairement. Hein. D'abord, un clivage selon le sexe, homme-femme. Le nucléaire est soutenu, vous voyez, plus nettement par les hommes que par les femmes. Donc ici, ce que vous avez, c'est l'indice de soutien au nucléaire, tel que vous l'avez vu dans la courbe précédente. Donc c'est l'indice de soutien, simplement trié par les différentes catégories que vous avez là. Le clivage d'âge, il est aussi très important, mais vous voyez qu'il il crée au fond 3 groupes. Les plus de 65 ans, qui sont les plus grands supporters du nucléaire, une population des jeunes actifs jusqu'aux pré-retraités, on va dire, jusqu'aux 25-64 ans, qui est dans la moyenne, et les moins de 25 ans, qui sont une population à faible adhésion, mais qui est aussi plus indécise, qui s'intéresse moins au sujet, et qui est en revanche beaucoup plus pro-renouvelable qu'elle n'est anti-nucléaire en réalité. La profession, on va trouver des soutiens du côté des professions, peut-être des professions indépendantes, du côté des retraités, mais en réalité, on n'a pas de clivage très très fort sur la profession. En revanche, on voit bien qu'on a un clivage social assez affirmé, c'est-à-dire que le nucléaire reste quand même en France soutenu par les catégories supérieures et par les catégories aisées. Vous voyez que l'indice de soutien au nucléaire pour l'avenir, il est plus élevé parmi les hauts revenus, les ménages aisés, il est beaucoup plus faible parmi les catégories pauvres et catégories modestes. Ça veut dire aussi que le nucléaire a perdu sa base populaire, vraisemblablement et même assez sûrement, parce que l'image prix du nucléaire s'est dégradée ces dernières années, et qu'une partie des catégories populaires d'abord s'intéressent pas réellement au sujet, mais ne voit plus tellement l'intérêt économique du nucléaire. En termes de portrait, on a aussi, parmi les gens qui soutiennent aujourd'hui le nucléaire, plutôt, et c'est logique, des gens qui lisent la presse nationale, qui s'informent fortement. Bon, voilà, on est dans la frange supérieure de la société française. Et si on regarde maintenant comment ça fonctionne avec un certain nombre de questions plus idéologiques, regardons tout de suite à droite. Regardez la préférence politique des interviewés et comment ils se positionnent sur le nucléaire. Ça vous montre quelque chose de très net, hein, c'est que le nucléaire est soutenu à droite de l'échiquier politique et beaucoup moins à gauche et évidemment critiqué par les écologistes et aussi les sympathisants de la France insoumise. Les sympathisants de gauche plus traditionnels, ceux qui continuent de nous dire qu'ils sont proches du PS dans les enquêtes, sont un peu plus proches de la moyenne, mais en tout cas, ils ne soutiennent pas le nucléaire au même niveau que les sympathisants de La République En Marche, des Républicains et du Rassemblement National, ce qui est une nouveauté. Jusqu'à maintenant, les sympathisants Front National n'étaient pas particulièrement pro-nucléaire, ils sont devenus pro-nucléaire depuis 1 an ou 2, et c'est vrai que les prises de position de Marine Le Pen ont été, je pense, un déclencheur assez important. Alors, d'autres éléments intéressants, c'est vrai que les gens qui soutiennent le nucléaire sont des gens qui croient en la science. Vous voyez que les gens qui disent la science apporte plus de bien que de mal, ils sont plus pro-nucléaires que ceux qui critiquent la science. De la même manière, ceux qui croient qu'on pourrait produire toute l'électricité avec des ENR, ils sont anti-nucléaires et inversement. Tout à gauche, vous voyez qu'il y a un effet un petit peu... il y a une relation très forte entre le fait de s'intéresser au débat autour du nucléaire et le fait d'être plutôt contre, malheureusement. C'est-à-dire que les gens, dans les enquêtes qui disent « oui, je m'intéresse beaucoup au nucléaire », en général, ils sont plutôt anti-nucléaires. Donc, là, on a un effet des mobilisations qui fait que la mobilisation contre est évidemment toujours plus forte que les mobilisations pour. Bon, ce qui est quand même un sujet, parce que ça veut dire que les gens qui ont envie de débattre, les gens qui ont envie d'en découdre, c'est plutôt évidemment les opposants. Et puis, il y a un autre élément qui est
important de savoir, c'est que, malheureusement peut-être, mais le nucléaire est plutôt soutenu par les gens qui doutent du changement climatique. Ceux qui nous disent, vous voyez, que le changement climatique est un phénomène naturel, voire on ne sait pas, qu'on ne peut pas le dire, que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, etc., vous voyez, qui sont très nettement pro-nucléaire, alors que les gens qui sont persuadés que le changement climatique vient des activités humaines sont plutôt contre, ou en tout cas soutiennent moins nettement le nucléaire. On y reviendra, mais évidemment, c'est une faiblesse pour faire passer l'idée que le nucléaire contribue à la lutte contre le changement climatique, ne produit pas de CO2, parce qu'on a affaire sans doute à des gens qui, tout en soutenant le nucléaire, ne mettent pas forcément en avant cet argument. On va y revenir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on a vu le paysage complet, hein, qui montrait une très forte acceptabilité des renouvelables, un nucléaire plus problématique. Donc les renouvelables sont clairement les énergies sans défaut, très désirables, même si on voit bien que du côté de l'éolien, ça commence à poser problème en termes d'acceptabilité. La question maintenant est de savoir si elles ont un potentiel et une productivité suffisante pour se dire que les renouvelables sont une solution possible à moyen terme. Et là, le moyen terme, il est presque court, hein, puisqu'on propose dans la question de positionner ce potentiel dans 10 ans. Est-ce qu'il serait possible dans 10 ans en France de produire quasiment toute l'électricité nécessaire au pays avec des énergies renouvelables? Mais vous avez quand même 40%, 42% des Français qui disent oui, qui pensent que ce serait possible. Alors, c'est un oui avec sans doute beaucoup de doutes, parce que le certainement, vous le voyez, n'est qu'à 13%. Donc, au fond, il y a 29 qui disent oui, probablement, qui n'en sont pas certains, mais qui ont envie de croire, en tout cas, qui ont un peu cet espoir qu'on puisse faire tout avec des renouvelables. C'est quoi le profil? On va retrouver plutôt des femmes. Alors, la différence qu'on avait vue tout à l'heure avec les gens qui soutiennent le nucléaire ou qui sont opposés, c'est que là, ici, on va trouver des catégories populaires. Alors, c'est pas contradictoire d'ailleurs au fait que je vous disais tout à l'heure que les catégories populaires ne soutiennent plus autant que par le passé le nucléaire. C'est une conviction qui est partagée dans des catégories moins informées, plus modestes, moins diplômées, et puis aussi par les sympathisants des Verts. Mais vous remarquerez que même chez les sympathisants des Verts, on n'est qu'à 51%. C'est-à-dire que les sympathisants écologistes, alors attention, ce ne sont pas des militants écologistes, ce sont des gens qui se disent proches de l'écologie dans une enquête d'opinion. 1 sur 2 croit en scénario 100% ENR à 10 ans. Et puis, quand même, une majorité de Français aujourd'hui n'y croient pas, 53%, et on va retrouver nos catégories qui sont notamment les catégories les plus pro-nucléaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a changé et que ces personnes qui croient au scénario 100% ENR, ils étaient beaucoup plus nombreux il y a 10 ans. Cela dit, le rapport s'est un peu stabilisé depuis quelques années, mais vous voyez que entre 2010 et 2012, il y a eu un effondrement de cette croyance. On était à 65% des Français qui espéraient ou croyaient un scénario 100% ENR à 10 ans. Il est aujourd'hui à 42%, il est même baissé à 40% l'année dernière. Donc on est sur quelque chose, une forme de, sans doute une maturité un petit peu plus importante, une certaine désillusion des Français vis-à-vis de la promesse ENR, sachant que cette promesse des ENR, elle commence à dater maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait maintenant sans doute plus 10 ans, 15 ans que l'on dit que les ENR vont arriver, etc. Et que peut-être une partie des Français se dit, en fait, on ne voit pas tant de choses venir. Les éoliennes, ça nous pose des soucis. Et puis, évidemment, il y a la question de l'intermittence qui est arrivée dans le débat beaucoup plus fortement qu'avant. Alors, ça, c'est à 10 ans. On va être plus sérieux. On va poser la question à 30 ans. La question à 30 ans, c'est celle-ci. Est-ce que pour couvrir nos besoins en électricité en France, est-ce que vous pensez qu'on pourra se passer de nucléaire ou pas?
grâce au développement des énergies renouvelables et aux économies d'énergie. Donc, dans cette question-là, on parle de nucléaire. Dans la précédente, on n'en parlait pas, on ne parlait que de renouvelables. Ici, on problématise en opposant, ou en tout cas en proposant un arbitrage qui est assez réaliste quand on regarde la politique française, entre la question du poids du nucléaire versus renouvelable et économie d'énergie. Ben, les Français sont en fait assez prudents, hein, et vous n'avez aucune majorité aujourd'hui, ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire que vous n'avez pas de majorité pour une sortie du nucléaire, en tout cas pour une croyance dans une possibilité de sortir du nucléaire à 30 ans, et pas non plus une majorité qui vous dit que c'est totalement impossible. Donc on est dans une situation assez indécidable, mais qui tout dépend du point de vue que l'on prend lorsqu'on interprète. Lorsqu'on est on s'estime parfois un peu assiégé par les demandes de baisse du nucléaire, ben en fait, on est tenté de dire, attendez, les Français sont quand même assez prudents dans cette histoire, et nous, on sait, hein, par les enquêtes qualitatives qu'on mène auprès des Français, que en réalité, ils sont prudents parce que ils savent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le système électrique, qu'on ne peut pas aller vite, et que le nucléaire, c'est quelque chose de compliqué, de délicat, et comme on y reviendra, évidemment, la question d'une sorte de principe de précaution vis-à-vis de la fourniture d'électricité s'impose de façon assez naturelle. Juste, Didier, je voulais te dire qu'on a explosé le temps. À 36, exactement. Donc, c'est ma dernière partie. Voilà, 20 minutes pour les questions. Ouais, c'est la dernière partie. Je voulais en fait un peu faire le focus sur cette question du nucléaire qui doit vous interroger assez souvent. C'est la question du rapport avec le CO2. Et quand même, on constate que on a du mal à faire rentrer cette idée, à la partager avec l'ensemble de la population. Pourquoi ça bloque? Alors, est-ce que ça bloque tant que ça? Je sais qu'a beaucoup circulé un chiffre de 69% des Français qui pensent que le nucléaire produit du CO2. Pour moi, ce chiffre est trop élevé. En réalité, dans les enquêtes, quand on parle bien de centrales nucléaires qui produisent ou pas du CO2, le résultat, il est plutôt, vous le voyez ici, dans un rapport 45-37-18, c'est-à-dire 45% des gens qui vous donnent la bonne réponse, 45% des Français vous disent non, ça ne produit pas de CO2, et ceux qui vous disent oui, qui se trompent, c'est 37%. Et ça a plutôt tendance à s'améliorer. Vous voyez que le oui a plutôt tendance à régresser. Donc les gens qui se trompent régressent. Malheureusement, ça ne bascule pas en faveur des réponses, de la vraie réponse non. On a plus de montées de 100 réponses. Alors de toute façon, on assiste à une indifférence plus forte vis-à-vis des questions sur le nucléaire depuis un an ou deux, et singulièrement, je pense, avec la question de la crise sanitaire. Bon, mais en tout cas, c'est pas 70% des Français qui se trompent. Hein. On est plutôt aux alentours de 40. Et puis il y a quelque chose d'important à prendre en compte, c'est que même parmi ceux qui nous disent oui, le nucléaire produit du CO2, ils sont pas si certains de leur réponse que ça. Quand on les interroge derrière, hein, quelle que soit leur opinion, hein, oui ou non, ça produit du CO2, vous en êtes certains ou vous n'en êtes pas certains? Bah, en fait, la majorité des Français sont certains de rien. C'est-à-dire que beaucoup hésitent sur leur position, et notamment lorsqu'ils pensent que ça produit du CO2. Vous voyez que le degré de certitude est beaucoup plus faible, puisqu'en fait, les certains de oui sont 16%, alors que ceux qui disent je suis certain que non, c'est 28%. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant à regarder. Bon, je vais passer vite sur cette slide-là. Je pense que il faut avoir aussi quelque chose en tête, et ça a à voir aussi peut-être avec, on revient sur cette question des valeurs, hein, qui sont l'arrière-fond des opinions, c'est qu'il y a la question de la crédibilité du discours scientifique. Et on pense souvent que si on a des relais scientifiques qui expliquent que le nucléaire ne produit pas de CO2, on provoquera un effet de confiance et de crédibilité vis-à-vis des Français. Sauf que vous voyez que dans cette question qui était posée par Ipsos au premier semestre 2020 sur la question de la confiance dans le discours scientifique, ben, c'est quand même très, très piquant de voir à quel point, quand les scientifiques parlent des énergies nouvelles,
vous avez plus de 60% des Français qui ont confiance dans ce que disent les scientifiques. En revanche, quand ils parlent de nucléaire, eh bien, on en arrive seulement à 37%. Et vous voyez bien que cette espèce de jeu à géométrie variable, qui est que on croit les scientifiques, mais plutôt quand ils vont dans le sens de ce qu'on pense, et que du coup, le levier du discours scientifique est un levier limité, qu'il ne joue pas en tout cas sur l'ensemble de la population. L'autre élément, je pense, qui contribue à bloquer cette question du nucléaire et du CO2, c'est que quand on est sur un discours encore plus global qui consiste à dire le nucléaire va contribuer à la lutte contre le changement climatique, en fait, ça passe pas. Bon, je pense que vous aurez les slides, mais en gros, vous avez que 24% des Français qui adhèrent à cette idée que le nucléaire permet de lutter contre le changement climatique. Et pourquoi ça bloque? Eh bien, essentiellement parce que vous voyez ici sur cette question, quand on parle de développement de l'énergie nucléaire dans le monde, est une bonne solution pour lutter contre le changement climatique ou n'est pas une bonne solution, ben vous avez 41% qui disent que ce n'est pas une bonne solution. D'abord parce que finalement, les gens ont du mal un peu à projeter un développement du nucléaire un peu partout, c'est un peu délicat. Et puis surtout, le changement climatique, c'est un phénomène multifactoriel. Et le grand public imagine que derrière, il y a quand même beaucoup de pollution, il y a beaucoup de production de chaleur, il y a de la déforestation, et des choses sur lesquelles le nucléaire n'apporte aucune réponse. Et c'est ce qui fait qu'il y a un premier rideau qui est l'incrédulité face au CO2, et puis après, il y a le manque de crédibilité du deuxième rideau, qui est, ça va lui permettre de lutter contre le changement climatique. C'est un peu le double obstacle auquel est confronté le nucléaire aujourd'hui. Voilà, je termine vite et je ne fais pas de conclusion ni de transition. On va pouvoir passer aux questions. Merci beaucoup, Didier. C'est passionnant. Alors, on pourrait t'écouter des heures. Alors, on a la première question d'e-vote. Nous remarquons aujourd'hui que les Français sont favorables à la fermeture de nos réacteurs. Alors, il y a une question après pour les SMR. Comment pourrions-nous répondre à ces questions et qu'en est-il sur les SMR? Alors, sur la fermeture des réacteurs, non. Enfin, non. Quand on fait des études sur la fermeture de Fessenheim, les gens sont assez partagés. On a même eu certaines enquêtes qui nous montraient une majorité de Français qui étaient d'accord avec les fermetures de Fessenheim. Mais la raison principale était qu'ils pensaient quand même qu'il y avait des problèmes de sécurité, le côté sismique, etc. Et donc, évidemment, ça pousse plutôt dans une acceptation. En même temps, les Français étaient aussi assez convaincus qu'il s'agissait d'une décision politique. Quand je vois quand même la manière dont la presse a traité la fermeture du deuxième réacteur de Fessenheim en juin, qui a été traité sous un mode, en gros, une ineptie, stupidité, etc., je ne pense pas du tout que la fermeture d'un réacteur soit quelque chose de populaire aujourd'hui chez les Français, quand on parle en plus d'emploi, de souveraineté industrielle, etc. Ok. Bon, pour les SMR, ça n'existe pas. Pardon, je vais aller vite, mais SNR, ça n'existe pas pour le grand public. Et même pour un public leader d'opinion, je pense que c'est trop spécialisé. Et quelque chose, tu disais une fois, que c'est que même l'EPR n'existe pas vraiment pour le grand public. Oui, absolument. On est sur, j'ai peur de me tromper de mémoire, mais on est à peine sur 40% des Français qui savent ce qu'est l'EPR. Alors, autre question, question classique. Pourquoi la communication d'EDF n'est pas plus offensive sur le nucléaire? Avec le nuque hydraulique sur les éoliens, on est à 90% de production d'énergie décarbonée. Qui le sait? Et ça rejoint la question qui est après. Quels sont les efforts de communication pour faire comprendre à la majorité des Français que le nucléaire n'émet pas de CO2? Mais la question, j'ai envie de répondre à cette question par une autre question. Qui, en réalité, bénéficie d'une crédibilité, d'une confiance suffisante pour aborder ce sujet? Est-ce que c'est vraiment un producteur nucléaire? C'est quand même la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que je suis bien placé pour savoir qu'EDF quand même continue de bénéficier d'une image très enviable et très positive. Et que son image d'entreprise de service public fait que
quand elle affirme quelque chose, elle est plutôt crue. Mais en fait, derrière cette question que vous posez, il y a la question de la pédagogie possible d'une entreprise qui s'exprime, qui n'a comme moyen d'expression que des moyens assez limités finalement. Elle a quoi comme moyen d'expression? La publicité. Si on cherche à faire la liste des moyens d'expression massifs, vous avez la publicité, et plutôt la publicité télévisée. Donc, ce que vous me demandez, c'est est-ce qu'il faut faire des films publicitaires qui soutiennent le nucléaire, le climat, etc. Il faut le faire de façon subtile, c'est ce qu'on essaie de faire en mettant l'accent sur la production de CO2 et en montrant les moyens de production. Après, la publicité, je pense vraiment, sincèrement, que la publicité est un mauvais moyen pour faire de la pédagogie parce que c'est un outil marketing. La publicité, et je pense que quand vous regardez les tunnels de pub, vous savez bien à quoi vous avez affaire. Vous avez affaire à des marques qui vous vendent quelque chose. Donc, utiliser la publicité pour faire passer de la pédagogie scientifique, très franchement, j'y crois très très peu. Et ça peut même être un peu desservir si c'est fait de façon excessivement insistante, etc. Vous avez une partie de la population, en plus, qui pense que, alors notamment, évidemment parmi les opposants au nucléaire, qui pensent que cet argument CO2, c'est un argument pro-nucléaire, et que c'est pas forcément un argument très scientifiquement prouvé. Y compris chez les diplômés. C'est la slide que j'ai sautée assez rapidement tout à l'heure, mais des gens qui ont fait des études supérieures, mais qui sont anti-nucléaires, ils mettent en cause la relation nucléaire-CO2 plus fortement que des gens qui sont plutôt pro-nucléaires et qui n'ont pas fait d'études. Autrement dit, c'est pas le fait d'avoir fait des études supérieures, eh bien, vous pouvez très bien contester un argument scientifique au nom de la contestation idéologique. Donc, je pense au contraire que cette question du CO2, elle va progresser s'il y a une convergence des acteurs qui émettent cette opinion de façon de plus en plus consensuelle, de façon de plus en plus évidente. C'est pas un acteur seul qui peut faire les choses, et alors d'autant plus quand il est jugé parti, évidemment, ça va se transformer en argument de propagande. En revanche, sur la question du CO2, on peut quand même observer que c'est quelque chose qui est aujourd'hui avancé beaucoup plus nettement par les journalistes, qui le présentent aujourd'hui comme quelque chose d'incontestable. Je pense que Valérie pourrait confirmer. Moi, ma vie a changé avec les journalistes depuis un an. Ouais. Non, mais très clairement. Fessenheim a été une sorte de révélateur, dont je vous disais tout à l'heure, l'espèce de consensus de la stupidité de la fermeture de Fessenheim était quand même très très fort dans la presse. Et les opposants ont à peine osé s'exprimer sur le sujet. L'IB a traité la détresse des salariés, la question de l'emploi, etc. Mais surtout, tous les éditorialistes ont tapé à bras raccourcis sur cette décision qui était une décision politique, absurde, anti-climat, etc. Donc, en fait, moi, c'est ce basculement, cette ère du temps, cette convergence des discours qui va faire entrer peu à peu cette idée que le nucléaire, c'est bon pour le climat. Et je pense qu'en fait, on est plutôt sur la bonne voie. Parce que, d'une certaine manière, les faits s'imposent d'eux-mêmes. Et quand les journalistes, quand les éditorialistes reprennent ça, c'est quand même assez gagné, quoi. Je vois une question de Maximilien qui est un petit peu du même ordre. C'est la pédagogie. Qui doit être responsable de cette pédagogie à mettre en place pour que les Français deviennent informés sur le nucléaire, les pouvoirs publics et les industriels? Donc, je pense qu'on est un peu sur la même question. Pardon, non, mais juste quand même, la question de la pédagogie, elle n'est pas uniquement dans est-ce qu'on a les bons instruments pour remplir l'entonnoir et gaver le cerveau de la personne en face de nous. En réalité, tout fonctionne sur la question de la confiance. Et vous savez qu'on n'est pas une société particulièrement confiante, on est dans une phase de très forte défiance vis-à-vis du discours institutionnel. Et je vous l'ai montré tout à l'heure, même les scientifiques, et je pense qu'il y a une belle interview d'Étienne Klein dans le dernier numéro Je refais la qui aborde cette question de la crédibilité du discours scientifique après la crise du Covid. Voilà, est-ce que cette crédibilité est abîmée? Est-ce que, bon, vous voyez bien
le jeu sur les réseaux sociaux, la défiance permanente, le complotisme, c'est quand même un climat qui est assez peu propice à la pédagogie. Un des points que tu n'as pas développé, mais que tu développes souvent, c'est l'importance de la parole politique et l'importance de la parole gouvernementale. Tu en as parlé un petit peu à propos de 2012, oui. Oui, je l'ai à peine esquissé tout à l'heure, mais c'est fondamental. C'est le résultat de la très forte hésitation du public à prendre position sur la question du nucléaire, à considérer que c'est un sujet complexe et qui doit être manié avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'évidence. C'est quand même un point très positif que les Français sont très peu perméables à un discours radical sur le nucléaire. On n'a jamais eu, y compris juste après Fukushima, de majorité des Français, et même pas 40% de gens qui vous disent qu'il faut sortir du nucléaire. Alors si, évidemment, tous les trucages sont possibles avec les questions de sondage, vous pouvez toujours proposer des choses très attractives autour de on va sortir progressivement, ça va se faire très bien, etc. Bon, si vous dites ça, oui, bien sûr, mais en réalité, quand on a les gens en face et qu'on discute avec eux, c'est quand même très compliqué cette histoire du nucléaire, et en fait, en plus, le grand public assiste à ce débat vraiment en spectateur. Hein. Il voit des pro-nucléaires et des anti-nucléaires irréconciliables qui se tapent dessus depuis des décennies, et ils ont le sentiment que les choses n'avancent pas beaucoup. Du coup, ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on est dans une ère de défiance, et pour autant, la décision publique est une balise qui éclaire le chemin et qui a l'air quand même, puisque c'est un sujet compliqué, puisque c'est un sujet d'expertise, puisque c'est quand même un sujet de sachant, et que finalement, on ne se sent pas très impliqué, eh bien, on délègue la décision, et s'il y a encore un sujet de confiance ou de délégation de pouvoir complètement légitime entre le peuple et les dirigeants, la question du nucléaire en fait partie. Et du coup, quand les pouvoirs publics disent la politique, ça va être celle-ci, on va réduire, mais ça restera toujours dans le mix, etc., ça a des effets réels. Donc en 2012, le basculement du consensus politique français, ou plutôt l'éclatement de ce consensus avec des gens au pouvoir qui disent pour la première fois on va réduire le nucléaire, ça provoque des déplacements dans l'opinion. C'est-à-dire qu'une partie des gens, et notamment des gens qui étaient plutôt supporters de l'équipe en place à l'époque, suivent l'opinion globale. C'est une sorte, les politiques donnent quand même aussi un air du temps. Et à l'inverse, quand Emmanuel Macron, fin 2018, exprime une opinion claire sur le nucléaire après la PPE en disant le nucléaire restera dans le mix pendant encore longtemps, c'est une énergie d'avenir, la transition énergétique se fera par l'électricité, eh bien on voit les indicateurs remonter. Donc c'est fondamental, le nucléaire ne peut pas vivre sans le soutien des décideurs publics. Alors, il y a une question sur la question de la souveraineté nationale et l'indépendance énergétique, puisque c'est pour ça aussi que l'énergie nucléaire a été développée initialement. Oui. Et que il y a une question spécifique sur le fait que ce modèle est contraire aux objectifs supranationaux de l'UE. Donc, je pense c'est un peu comme ça que je comprends. Il y a une double question. C'est comment les Français voient justement le nucléaire encore avec la souveraineté. Est-ce que c'est toujours le cas? Et comment ça se passe au niveau européen? D'ailleurs, il y a une autre question pour savoir un peu est-ce que les résultats français sont un peu différents de nos voisins, en particulier des Allemands? Comment tu expliques les différences avec les Allemands? Bon, on va peut-être commencer par l'Europe. L'Europe, vous avez une situation qui est très schématiquement, vous avez une diagonale du refus qui va du Danemark à l'Italie et qui passe par l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Donc les pays très antinucléaires, c'est ceux-là. Les deux pays les plus antinucléaires, c'est l'Allemagne, bien sûr, mais aussi l'Italie, et depuis assez longtemps. La Belgique est dans une situation un petit peu intermédiaire. Hein. Elle était plutôt anti-nucléaire à un moment, il commence à douter un peu de la possibilité de sortie. Mais en gros, cette diagonale du refus elle est assez claire. À l'Est, on a au contraire des pays assez pro-nucléaires,
Et du côté de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, etc., des pays qui sont un peu plus divisés et avec des situations finalement assez hétérogènes, avec des enjeux aussi qui sont très différents, avec des enjeux de nouveaux nucléaires qui sont complètement différents. La France, il n'y a pas que la question du nouveau nucléaire, il y a aussi la prolongation de durée de vie. Donc, bon, parfois, les choses sont assez compliquées à comparer. La question... j'ai oublié celle d'avant. Donc, il y avait une question, c'était l'association du nucléaire avec la souveraineté. Oui. Ouais. La souveraineté, en fait, c'est un sujet qui n'est plus très populaire au sens où la question de la souveraineté énergétique, c'est quelque chose qui est important pour les catégories supérieures, alors que les catégories moyennes ou catégories populaires, elles sont attentives à la continuité de fourniture. Et d'ailleurs, ce sont les deux arguments aujourd'hui qui sont les plus mis en avant en faveur du nucléaire dans l'opinion publique. En tout cas, dans les enquêtes, ce sont les deux arguments. Donc oui, cette question de la souveraineté, elle reste importante. Je pense qu'elle va sans doute être revitalisée dans les années qui viennent, parce qu'on porte un regard depuis la crise Covid, vraiment très très nouveau, renouvelé sur cette question de la souveraineté industrielle. Alors qu'il faut bien dire que dans les enquêtes, moi j'avais vu disparaître la question de la dépendance énergétique depuis des années. En gros, tout ce qui nous venait du choc pétrolier avait été complètement oublié. Ah, d'accord, ça avait été oublié. En gros, il faut bien réaliser qu'il n'y a que les plus de 60 ans et maintenant les plus de 70 ans qui se souviennent du choc pétrolier. Quel est le profil des indécis et comment on peut les faire évoluer? Le profil des indécis il est intéressant parce que ce sont des gens qui ne se désintéressent pas du débat. Vous avez deux types d'indécis. Vous avez vraiment les gens qui n'ont pas d'opinion, les sans réponse. Et clairement, là, on est dans les catégories qui s'intéressent peu au débat public en général, plutôt des gens moins instruits que la moyenne. En revanche, les hésitants, on l'a vu tout à l'heure, c'est à peu près 28%. Ce sont des gens qui s'intéressent plutôt au sujet et des gens qui sont marqués par une assez grande prudence, qui ont du mal à trancher pour ou contre. Ils trouvent que c'est très compliqué, qu'il y a il y a trop de facteurs dans l'équation. Et en même temps, quand on leur demande de prendre des positions, en général, elles sont assez prudentes et plutôt en faveur du nucléaire. Par exemple, les hésitants sont des gens qui sont plutôt pour du nouveau nucléaire, au titre de la prudence, au titre de ce que j'ai appelé dans l'article le principe de précaution énergétique, qui consiste à dire quand même, si on n'est pas sûr que les renouvelables puissent faire le job, il vaudrait mieux quand même être prudent et on peut accepter de construire quelques réacteurs nucléaires histoire de ne pas se retrouver dans le noir. Donc voilà, les hésitants sont assez ouverts et ils sont assez peu marqués idéologiquement. Une autre question, donc tu disais à un moment donné que les classes urbaines et aisées donnent un peu le là et qui sont plutôt écologistes aujourd'hui. Donc, comment tu vois, est-ce que tu penses que c'est toujours le cas avec la fracture, avec ce qu'on appelle la France périphérique, les gilets jaunes? Tu disais aussi, c'est marrant parce que tu disais aussi les classes urbaines, et aisées qui sont plutôt pro-nucléaires, mais d'un autre côté, on a aussi les gens du RN qui sont plutôt pro-nucléaires. Comment tu réconcilies un peu la place du nucléaire dans ces fractures ville, territoire, dans ces fractures classe aisée, classe populaire? En fait, ça ne résonne pas complètement. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est vrai que les catégories supérieures vont basculer dans l'urgence écologique. Et pour autant, j'observe aussi qu'elles restent quand même plutôt pro-nucléaires. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que dans ces catégories-là, il y a une compréhension plus forte, notamment de l'équation CO2. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand même, ce qui est plutôt satisfaisant, c'est que la question de nucléaire CO2, c'est gagné dans les catégories dirigeantes chez les leaders d'opinion. Alors là-dessus, il n'y a pas de débat. Eux, ils ont parfaitement compris le sujet. Et donc, parmi les décideurs, c'est l'argument principal. C'est-à-dire que la question
des arguments en faveur du nucléaire, hein, on la propose de la même manière au grand public, aux leaders d'opinion, eh ben, on a quasiment l'inverse. C'est-à-dire que quand la préservation du climat est citée par à peu près 28% des Français comme étant l'intérêt principal, l'argument principal en faveur du nucléaire, c'est 62% chez les leaders d'opinion. Donc on voit quand même que d'une certaine manière, le débat est gagné, puisque quand même, le nucléaire repose quand même sur des décisions publiques. Autant, voire plus, que sur un assentiment populaire. Donc, bon, c'est important. Alors, du coup, on ne peut pas dire que le nucléaire soit rejeté par les France périphériques, soit par les urbains, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça, puisque la France urbaine, c'est autant une frange bobo éduquée, mais pas forcément avec des revenus importants, que des gens ayant des revenus importants, mais qui idéologiquement sont plutôt pro-nucléaire, parce que, voilà, par raison de préférence, par âge aussi. Donc non, on peut pas dire que il y a un clivage entre le haut et le bas de la société. C'est vrai que le nucléaire est plutôt soutenu par le haut, mais il ne fait pas partie de ces options soutenues par les élites qui paraît particulièrement désagréable à la France périphérique ou marginalisée, qui considèrent que ces choix-là ont eu un impact négatif sur leur mode de vie. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le fait de taxer le gasoil ou de limiter la vitesse à 80 km/h. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que les élites sont pour le nucléaire que ça va devenir négatif pour la France périphérique. Parce qu'en réalité, ça n'a pas du tout le même impact. Okay. Bon, malheureusement, on a encore plein de questions et il est 13h01, donc on va fermer. Merci beaucoup Didier, c'était vraiment passionnant. Merci à vous tous d'être venus. Donc on va, avec l'accord de Didier, vous diffuser l'information, puisqu'on a enregistré et on a les slides évidemment. Donc on va voir ça avec Didier. Et merci à tous encore. Et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Merci. Au revoir.